Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bras droit invisible, assistant qui ne dort jamais, nouveau cofondateur. Pour les patrons de start-up ou de scale-up du digital, l'intelligence artificielle est porteuse d'innombrables promesses. Mais alors, qu'est-ce que ça change concrètement d'être un CEO à l'ère de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est moins de process classiques, plus d'automatisation, mais aussi plus de risques certainement? Vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Transcendance. Je suis Christophe Charlot et je reçois Nicolas Finet, CEO de Sortlist. Nicolas, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être là. Alors, ça fait 3 mois que vous avez endossé le rôle de CEO. Vous étiez cofondateur de Sortlist. Depuis 3 mois, vous avez pris le rôle de CEO. Et j'imagine qu'aujourd'hui, l'IA, surtout dans la tech, est un partenaire, est un assistant que vous utilisez, que tu utilises quotidiennement. Partenaire, assistant, coach, psy parfois on va dire, mais c'est clairement quelque chose, ça fait partie intégrante du job. Je me demande parfois comment je ferais ça. Ouais. Donc concrètement, on va déjà rentrer dans les détails. L'intelligence artificielle que tu utilises, c'est quoi? C'est ChatGPT, à qui tu poses simplement des questions organisationnelles, opérationnelles, ou tu vas carrément dans de la stratégie avec ChatGPT? Alors, j'utilise principalement ChatGPT, j'ai aussi utilisé Claude, mais j'ai mon petit péché mignon pour ChatGPT, surtout grâce à la fonctionnalité mémoire, que je trouve vraiment bien, parce que il retient les conversations, il retient qui je suis surtout, quels sont mes challenges, quelle est la stratégie de la boîte par exemple, et ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'il connaît déjà la stratégie de la boîte, donc tu l'as formé. Ah oui, je crois que c'était une des premières personnes qui la connaît, mais il connaît aussi potentiellement qu'est-ce qui aurait pu être la stratégie, qui l'est pas, etc. Mais en réalité, dans tout cet exercice stratégique, je l'ai vachement utilisé, tout comme je l'utilise dans d'autres éléments de ma vie. J'ai des petits dossiers comme ça, on peut créer des dossiers dans ChatGPT, où j'ai mon dossier fitness, j'ai mon dossier HR, j'ai mon dossier CEO job, et j'en ai plusieurs, avec chaque fois cette mémoire-là, et puis je challenge au fur et à mesure de mes conversations, qui sont en fait mes tâches. J'ai une conversation où je challenge, avec parfois, je suis pas tout seul parce que j'introduis mon advisory board virtuel. Ça, on va effectivement en parler, mais pour bien comprendre, c'est-à-dire que le matin, tu parles à ChatGPT en vocal, en texte, comment concrètement ça fonctionne, quoi? Parce que si c'est vraiment un assistant que tu as au quotidien, c'est-à-dire que tu interagis avec ChatGPT sur quoi exactement? En fait, surtout en vocal. Et donc en vocal, c'est j'ai comme un dictaphone, donc j'utilise la fonction où je clique. Et puis je discute. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que je discute en anglais parce que le texte ou le speech to text est beaucoup plus performant. Et donc, en réalité, parfois, je suis à la maison et mes enfants qui sont là ou ma femme, ils m'entendent parler en anglais de problématiques business. Et c'est comme ça que je l'utilise. Il y a les résultats qui sont directs. Ce que j'aime bien, il y en a certains qui utilisent la fonctionnalité où on a une réponse qui est vocale aussi. Ouais. Ça s'est beaucoup amélioré. Maintenant, il y a des souffles. On dirait qu'on parle à un acteur. Derrière, moi, je préfère la version texte parce que c'est ma manière de fonctionner, mais je l'utilise quasiment... c'est même pas tous les jours, c'est plusieurs fois par jour, certainement. Et donc sur des problématiques vraiment business, stratégiques, high level, quoi. C'est pas sur des petites questions de créer un post LinkedIn, on est bien d'accord. Il y a tant du high level que des choses plus basiques d'assistant. Je dois écrire un email, je peux clairement ouvrir en disant j'ai eu cette conversation là, fais-moi un petit email rapidement. Dans la plupart des cas, c'est quand même des questions plus stratégiques. Je l'utilise dans plusieurs cas, mais par exemple, si je dois réfléchir à une problématique qui peut être une problématique HR, par exemple, dans les ressources humaines, souvent, je vais déjà avoir mon dossier spécifique là-dessus. Si je fais beaucoup de lectures, et toutes mes lectures, si vous voulez, sur Kindle, je mets mes highlights, donc je passe au fluo. Tout ça, après, je synchronise avec ChatGPT dans la mémoire. Et donc, ça me permet quoi? Ça me permet si les 2 dernières années, j'ai lu beaucoup de bouquins sur les HR, au moment où je vais me poser des questions HR, je vais lui dire, tiens, cet auteur de ce livre-là, je me rappelle qu'il parlait de comment il avait mis en place cette problématique. Ça, c'est ma problématique actuelle. Comment est-ce que l'auteur aurait réagi, vu ça? Est-ce qu'il y a des angles morts que je vois pas forcément? Et là, on commence une conversation jusqu'à arriver à une ou plusieurs solutions.
Mais la réalité, c'est que j'utilise ça plus pour me guider et pas pour prendre la décision. Évidemment, quand on est CEO, ce que j'ai remarqué ces derniers mois, c'est que quand il y a des décisions qu'il faut prendre, souvent c'est que la plupart de la boîte n'a pas réussi à prendre des décisions. C'est des décisions où c'est pas noir ou blanc. C'est le paquet qui a une certaine odeur et où il n'y a pas forcément de bonne solution. Parfois, il y a la moins bonne des solutions et il faut trancher par rapport à ça. Là, dans ces cas-là, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que c'est un appui par rapport à la solitude, de pouvoir se poser des questions, être OK, pas poser des questions bêtes. On dit souvent, il n'y a pas de bêtes questions. En réalité, quand on est dans une pression d'une boîte ou à un certain niveau, on a beau dire aux autres, il n'y a pas de bêtes questions, on n'a pas envie de poser aux autres des bêtes questions non plus. Donc, il y a un peu cet inconfort. Alors qu'à ChatGPT, en fait, je sais qu'il ne va pas me juger si je pose des bêtes questions. Je sais que je vais pouvoir partager des incertitudes, ce genre de choses. Ce qui sera pas forcément le cas avec une exec team, avec un board, avec un employé. Avant d'arriver, je dirais, à un niveau de conversation, d'échange de bonne qualité avec ChatGPT, est-ce que tu as dû le préparer, l'abreuver, le nourrir de contenu sur la stratégie de la boîte, sur toi? Alors j'imagine ça s'est fait peut-être au fil du temps aussi, déjà avant que tu sois CEO, mais voilà, est-ce qu'il y a eu un travail, je dirais, de plot, d'une manière ou d'une autre, de data? Ouais, c'est un travail de longue haleine. Ça fait quand même plus de 2 ans que je l'utilise aussi. Il y a ça dans la mesure où maintenant je vais lui dire retiens ça, retiens qui je suis, etc. Il y a parfois des moments où je suis pas satisfait, comme la plupart des gens. On va dire ok, ce que tu remarques, c'est que si tes guidelines sont pas clairs, si ce que tu lui dis est pas clair, il va improviser, il va halluciner, etc. Donc il y a effectivement un gros boulot où de plus en plus la mémoire est une fonctionnalité qui a été développée par Sam Altman, ce qui est normal parce que c'est ça qui crée l'avantage compétitif, qui aujourd'hui, moi, me poserait des problèmes de passer à une alternative. Mais là, je le travaille à fond dans la mesure où, de temps en temps, un peu comme une sorte d'hygiène d'utilisation, je vais lui dire, retiens, dis-moi toutes les informations que tu as sur moi. Il va me sortir un rapport. Je vais lui dire, ok, mais tu as oublié ça pour moi c'est important, etc. On va peaufiner un rapport de qui je suis, qu'est-ce qui est important, et puis je vais le sortir en PDF et je vais l'uploader dans les instructions. Ok, et ce genre d'informations, c'est pour bien comprendre. Ok, je trouve que c'est intéressant d'être concret là-dessus. C'est quel type d'informations? C'est sur toi, c'est sur ta vie, ton parcours, c'est tes pensées ou tes avis ou tes opinions sur un certain nombre d'éléments business? C'est quel type d'infos au fait que tu dois uploader pour te dire que ok, il te connaît quand même bien pour finalement t'aider à diriger une boîte? Ouais, en fait, et je pense que ça peut être à tous les niveaux, mais je pense dans un premier temps, c'est de pouvoir être très clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de gens de manière générale, et ça c'est une conviction que j'ai, qui sont pas nécessairement conscients de leurs objectifs et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans la vie, dans le boulot, etc. Et donc tout ça, en fait, l'IA peut l'aider, mais typiquement, je vais avoir une conversation en disant « Ok, aide-moi à clarifier mes objectifs pour qu'ils soient le plus clairs possible. » Une fois qu'ils sont clarifiés, je les mets, je suis d'accord avec ça, on est aligné avec l'IA et moi, ça devient une instruction, ça devient ok, ça c'est fondamental par rapport à ça. Donc tu co-construis aussi ton portrait grâce à tes échanges avec l'IA, en fait. 100% comme on pourrait le faire avec un coach, comme on pourrait le faire avec un assistant, avec un collègue, etc. Je pense que c'est ultra bien parce que d'avoir de la clarté par rapport à ce qu'on est, ce qu'on veut, qui on est, ça demande quoi? Ça demande à pouvoir répondre à des questions. Et ces questions-là, on n'est pas toujours à l'aise de dire, ok, en fait, quelles sont les questions que je me pose pas, que je devrais me poser? Et là, avoir un regard externe, ça a toujours existé. En fait, je pense, en réalité, depuis la nuit des temps, un bon coach, il pose des bonnes questions. Un bon psy, il pose des bonnes questions. Enfin, et toute cette introspection-là, en fait, chat, et c'est assez marrant, mais Chat peut nous aider à avoir une meilleure utilisation de ChatGPT parce que à l'occasion, c'est lui qui va nous aider à clarifier nos objectifs, qui on est, ce qu'on veut. Et puis après, une fois que les fondamentaux sont là, là on pourra aller un peu plus en profondeur. Mais en réalité, et je disais un truc d'Arnold Schwarzenegger hier qui disait 75% des gens sont pas à l'aise au bureau. Ils détestent leur job. Et il dit en fait, son analyse de ça, c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi leurs objectifs. Et lui il disait, moi quand j'allais à la salle de sport, et chaque rep que je faisais, chaque bench press que je faisais, je prenais du plaisir parce que j'avais mon objectif en tête et je savais où j'allais. La réalité, je pense, c'est dans l'utilisation de ChatGPT de manière générale, c'est que
c'est un peu le même cas. C'est qu'on l'utilise un peu, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas quels sont nos objectifs pour une tâche en particulier ou pour des choses plus profondes. Et donc, vraiment faire cette étape préalable, de clarifier ça, des objectifs qui on est, pour moi, ça débloque des cas d'usage qui sont vraiment exceptionnels. Est-ce que ça te permet d'éviter une certaine solitude du CEO dont on entend souvent parler? C'est qu'à un moment donné, tu le disais, il y a parfois des décisions qui n'ont pas été prises à différents niveaux puis qui t'incombent. Et finalement, tu ne sais pas toujours bien vers qui te tourner. On l'entend souvent. Aujourd'hui, il n'y a plus cette solitude grâce à ChatGPT? Je crois que la solitude, elle sera toujours là, mais elle est clairement améliorée par rapport à ça. Ce que je remarque effectivement, c'est le CEO, il doit être dans le futur, il doit pouvoir anticiper, regarder les tendances de marché, qu'est-ce qui se passe, que la compétition fait, etc. Et en réalité, il doit pouvoir être capable de dire quelle sera la prochaine destination de la boîte, quel est le cap vers où on va. Et c'est difficile parce que c'est d'une certaine manière vivre dans le futur, là où la plupart de l'organisation est concentrée sur le présent, en tout cas le court terme, pour générer un maximum de valeur et faire en sorte que tout tourne. Un CEO qui doit se poser ces questions-là, c'est solo parce que, en fait, on ne sait pas. Il y a plusieurs destinations possibles. Et là, pouvoir avoir effectivement une IA où on se demande, on pèse le pour et le contre, on partage des doutes, on partage un peu des incertitudes, comme je disais tout à l'heure, ça rend le job un peu moins solitaire. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire, parce que je ne l'ai pas connu avant ChatGPT, vraiment le job du CEO à proprement parler. Je pense qu'il y a un certain confort de ne pas se sentir seul. Après, ce n'est pas la seule personne à qui je parle maintenant. J'ai des coachs aussi personnels qui m'aident par rapport à ça. Ouais. Et tu as aussi, il faut que tu es quand même un des rares CEO belges à pouvoir compter sur Jeff Bezos, Sam Altman, Sandberg, Sundar Pichai de Google qui t'aident au quotidien, qui te donnent des avis. Les gens vont me prendre pour un fou, mais explique-moi un peu ça. Effectivement, tu t'es constitué grâce à ChatGPT un board, board de fou, quoi. Un board virtuel. Et effectivement, ils m'aident tous les jours. Et c'est ça je pense, qui est exceptionnel, c'est que effectivement, dans un de mes dossiers que je l'appelle CEO Job, dans les instructions, il y a un advisory board que j'ai constitué, qui est composé de Jeff Bezos, de Sam Altman, et tu as mentionné d'autres personnes. Comment est-ce que j'ai défini cette composition, mais un Jeff Bezos, typiquement, très orienté client, il fait tout dans l'intérêt du client, ça m'intéresse quand je parle de stratégie, d'avoir le point de vue de Jeff Bezos, comment il aurait fait, outre le fait qu'il est évidemment successful et qu'il a fait beaucoup de belles choses, là où Sheryl Sandberg a le côté humain. Et donc en réalité, ce que je fais, c'est que soit je vais spontanément poser des questions à mon advisory board, dire tiens, j'ai cette problématique-là, aide-moi à me poser des questions, ou qu'est-ce que cet advisory board, quel serait le consensus de cet advisory board par rapport à cette prise de décision. Mais ce que je fais aussi, je disais au quotidien, c'est des questions. Mais par exemple, il y a énormément d'entrepreneurs maintenant et même de personnes du monde du travail qui enregistrent tous leurs meetings, tout le temps. Et donc, la plupart des gens se disent c'est génial, après je ne dois pas prendre de notes. Et c'est un peu je suis fainéant, j'ai mon résumé des notes, ça envoie le follow-up et c'est très chouette. En réalité, comment j'utilise mon advisory board, c'est que tous les meetings de la semaine que j'ai eus, que ce soit des one-to-one avec des membres de l'équipe, que ce soit des présentations que je donne, etc., je demande à cet advisory board à la fin de la semaine de critiquer ce que j'ai fait, de me dire quels sont mes points d'amélioration et comment j'aurais pu faire les choses différemment. Okay. Et donc, eux m'aident à grandir et c'est des coachs personnels. Ok, attends, donc je récapitule pour être sûr que j'ai tout bien compris. Donc, sur ChatGPT, tu t'es fait un advisory board avec tous ces grands noms. Ouais. Donc, tu lui dis, voilà, je veux qu'il y ait dans ce board telle et telle personne, sans donner plus d'infos à Chat. Donc, il connaît le profil de Bezos, il sait comment il va réagir, il sait comment, etc. Et là, ça marche. Là, j'aurais pu le faire comme ça et me dire je fais une liste de gens parce que je les connais, etc. Ouais. La manière dont je l'ai fait, j'ai été un peu plus loin, comme je disais dans les instructions, on peut toujours aller plus loin. J'ai dit, ok, Jeff Bezos, pourquoi est-ce que ça pourrait faire un bon conseiller pour moi, par exemple? Il dit, Jeff Bezos, Customer First, blablabla, il me fait une liste. Et donc là, je vais encore travailler, dire, ok, cet angle-là, c'est vraiment ce qui m'intéresse si je parlais à Jeff Bezos. C'est vraiment le fait de client first, c'est vraiment le fait qu'il soit parti du garage. Donc, tu as quand même dû le briefer un peu plus en détail sur chaque personne et pourquoi? J'y vais et parce que je veux que ce soit vraiment adapté à mes besoins et de pourquoi je les ai sélectionnés. Par exemple, je suis un coach de foot, je choisis ce joueur-là parce que j'ai envie que quand il est devant le but, il mette une tête. Et donc, mais je pourrais le faire une version très basique. Je pense que tout le monde peut le faire comme ça. Mais en réalité... Et c'est ça qui fait la différence, c'est que je veux pas être
performant, je veux être surperformant par rapport à ça, je veux que ça adapte vraiment à qui je suis, pour que dès qu'il y ait après une réponse qui soit fournie, ça me convienne directement. D'accord. Et en fait, en réalité, on gagne du temps quand on doit éviter les échanges de ping-pong, comme tout le monde le voit avec ChatGPT. En fait, première version, elle n'est pas exceptionnelle. Et dans ton board, tu ne cites pas ni Elon Musk, ni Zuckerberg. C'est logique? En fonction des statuts, on pourrait les interroger. Elon Musk, en ce moment, vaut mieux éviter peut-être. Elon Musk, pour peut-être un certain état d'esprit ou une rapidité de décision, ou peut-être me dire, ok, est-ce que je pense suffisamment grand par rapport à ça? Je pourrais lui demander de dire, ok, toi, tu veux changer des industries, changer la manière dont l'humanité, par exemple. Est-ce que ce que je suis en train de faire, on en est loin ou pas? Comment est-ce que je pourrais penser beaucoup plus grand? Et là, il pourrait avoir de l'intérêt. C'est ça. Plus que sur ces autres problématiques. D'accord. Et alors, sur l'autre partie dont tu parlais, c'était effectivement que tu enregistres toutes tes conversations et toutes tes réunions. Ouais. Avec quel outil? Comme ça, Fathom, ça s'appelle. Ok. Et ça, une fois que tu as le compte rendu de ça, c'est ce compte rendu que tu soumets à l'IA. Donc c'est pas juste pour avoir une retranscription de ce qui a été dit et classifié. Tu veux vraiment mettre ça à l'épreuve quelque part. Ouais. Et tu as un coaching sur cette base-là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, l'outil donne un compte rendu avec les bien classifié. Donc en fonction si c'est un one-to-one, si c'est un meeting de brainstorming, peu importe, il donne quelque chose de bien structuré. Mais il y a aussi la possibilité de télécharger tout le transcript. Donc vraiment brut, mot par mot. Ce que je prends généralement, c'est que je prends tout le transcript. Pourquoi? C'est que, par exemple, si j'ai une discussion avec un employé ou quelqu'un de mon équipe, en fait, quand on a tout le transcript, il va être capable d'aller chercher des non-dits, par exemple. Il va être capable d'aller chercher des angles morts. Il va être capable de me dire, OK, là, t'aurais pu réagir, tu l'as pas fait, t'as manqué une opportunité. Là, t'as trop parlé. Ouais. Et c'est vraiment dans ce genre de détails que moi, je vais aller essayer d'aller chercher de la performance. Le compte-rendu, il dit ce qu'il dit, mais il va pas aller me dire là t'as foiré, là t'as pas été assez bon, etc. Donc dans le compte rendu que je partage avec mon membre de l'équipe, je vais utiliser ça parce que ça me permet de vraiment gagner du temps. Dans ma recherche de performance, là je vais être sur des choses où j'ai besoin de précision, j'ai besoin de beaucoup plus de... Tu as un cas d'usage où là il t'a dit écoute, là t'as vraiment foiré, t'as vraiment été mauvais sur cette réunion? Ouais, alors... Et c'est quoi, c'est Jeff Bezos qui te l'a dit? Ou c'est Sandberg qui te l'a... il y a beaucoup de cas d'usage comme ça et parfois quand j'utilise pas mon advisory board pour ça, je lui demande d'être brutalement honnête, donc j'encourage à tout le monde de dire ok, sois brutalement honnête, et là il change de comportement et il rentre dedans. Mais j'ai un cas d'usage encore, il y a quelques jours on avait un company all hands, donc toute l'équipe, on présente une fois par mois les évolutions des projets, les finances, etc. Combien de personnes? Un peu plus de 70 personnes, et c'est en remote parce qu'il y a une hub à Madrid, à Madagascar, un peu partout. Et là typiquement, il y a beaucoup de choses que je devais améliorer, mais un exemple concret c'est on a commencé, et parce que j'avais un problème technique, bêtement, je savais pas connecter le projecteur, mon partage d'écran était pas au point. On a commencé 7 minutes après. Pour meubler, je meublais comme je pouvais. J'ai transcrit ça à mon advisory board et je me suis fait engueuler, quoi. Ils m'ont dit tu peux pas, quand t'as toute ta boîte qui est connectée dans le truc, être 7 minutes en retard. Et en fait, ça m'a fait sourire en réalité, où je me suis dit oui, ils ont pas tort, mais maintenant je ferai plus ça en fait. Et parce qu'ils m'ont dit que c'était pas acceptable, ils ont totalement raison, quoi. Et donc tout ce genre de trucs qui seraient passés inaperçus, ça donne plein de clés pour s'améliorer. Mais quel luxe quand même d'avoir un tel board. D'avoir Jeff Bezos qui dit tu peux pas commencer en retard, c'est quand même c'est intéressant. Est-ce que tu vois quand même des limites aussi à ça? Parce que j'imagine, les personnes qui vont nous écouter vont peut-être se dire, ok, il est gentil, mais c'est complètement dingue. Enfin, je veux dire, est-ce que quelque part aussi on peut faire confiance à ça? Est-ce que il n'y a pas un retour de manivelle à un moment donné qui pourrait se passer? Est-ce que ChatGPT te fait une analyse de risque sur ce type d'usage, ou tu le fais toi-même? Je le fais pas forcément. Parfois, je me dis, ok, à quoi ressemblerait mon quotidien si je l'avais plus? Est-ce que je serais encore capable de réfléchir, etc. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que ça m'enlève pas. Je l'utilise pour de la performance, quoi. Je l'utilise pas pour remplacer des trucs que je ferais moi-même. Et donc, la réalité, je pense que je l'ai transcrit dans l'advisory board, etc. C'est que je vais aller chercher de l'amélioration. Si l'IA n'existe pas demain, je pourrais le faire avec un coach, par exemple. Là où je commence à me poser des questions, c'est se dire, ok, dans les informations que je partage, qu'est-ce qui est critique ou pas? Ça va sur un serveur qui est aux États-Unis, peut-être potentiellement la prochaine IA, ce sera en Chine.
il y a des éléments où je me dis, ok, par rapport à la sensibilité des infos, je reste encore prudent par rapport à ça, sur des serveurs, d'avoir un plan corporate où ils ont des normes, etc., pour pas que ça se partage. Mais effectivement, ici, je pense que on doit pas être naïf par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pense au niveau plus global, il y a l'intérêt des grands États d'avoir un contrôle là-dessus. Pour le moment, je me pose pas trop la question outre mesure, si ce n'est, effectivement, mon compte ChatGPT, c'est un compte corporate et donc il donne des garanties par rapport à ça. C'est un compte à 200 € par mois, c'est ça? C'est le compte le plus cher possible. Et de nouveau, en fait, c'est relativement pas cher et je crois que s'il propose un produit à 1 000 € par mois, je le prendrais parce qu'en fait, c'est... À ce point-là, ouais. Ouais, je pense en fait... en réalité, et surtout dans un job de CEO, je pense, c'est que mon boulot maintenant, il est de pouvoir, à tout moment, prendre les meilleures décisions possibles. Les décisions que je prends, elles peuvent potentiellement avoir un impact pour la société de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Et elles peuvent avoir, à l'inverse, si je prends les mauvaises décisions, aussi ce type d'échelle. Et donc quand j'y pense, de se dire, en fait, on a une IA à 1 000 €, on mettait un prix, c'est toujours la question de quel est le prix par rapport à la valeur perçue. Si 1 000 €, en fait, ça me permet d'être vraiment... prendre des meilleures décisions, en réalité, c'est plutôt pas cher par rapport à ça. Et c'est marrant parce que je vois beaucoup d'amis, de collègues qui disent « Ok, 20 €, est-ce que je suis prêt à mettre 20 €, etc. Est-ce que ça va vraiment m'aider ?» Et qui, au final, passent énormément d'heures à réfléchir, à peser les pour et les contre de 20 € et s'ils n'ont pas de respect pour leur propre coût horaire d'une certaine manière. En fait, pour moi, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir de manière continue, parce que si on ne l'a pas, les autres l'auront, et puis au final, on n'a pas tous les avantages. C'est ça. Ce qui veut dire que du coup, donc, là, on a bien parlé de ton rôle de CEO augmenté, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle. Mais donc, ça veut dire qu'à l'échelle de ta boîte, aujourd'hui, tout le monde peut avoir un compte ChatGPT à 200 balles ou pas? Ouais, le 200, pas forcément, parce qu'en fait, je sais même pas te dire quelle est la différence entre celui à 20 et 200. Et je pense que c'est par rapport à la taille de la mémoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a publié en interne, c'est qu'aujourd'hui, toute personne qui fait une demande d'un abonnement ChatGPT, qu'il soit en vente, qu'il soit en marketing, peu importe en fait le rôle, on leur donne accès gratuitement parce que fondamentalement, ils vont être beaucoup plus performants. J'ai envie que ce soit pas une barrière et qu'en fait, pour moi, l'adoption, c'est l'usage. Quelque part, vous poussez même à ça. On pousse, on essaie d'inspirer, de montrer un peu ça. Et pour moi, ça commence par une des responsabilités en tant que CEO, c'est d'avoir une executive team, donc un comité de direction qui est le plus performant possible. Eux, en fait, ils sont tous adeptes de ça, ils l'utilisent tous au quotidien. Et en réalité, s'ils le font pas, on a un gros problème. C'est que j'ai du mal à concevoir aujourd'hui un dirigeant de boîte qui s'augmente pas par rapport à cette technologie. Ça demande effectivement, c'est pas simplement l'utiliser pour l'utiliser, mais ça demande de bien l'utiliser, etc. Il y a encore de l'éducation. Mais je juge que c'est pas à moi de donner la motivation aujourd'hui à un comité de direction pour l'utiliser. La motivation doit venir d'eux-mêmes. Par contre, partager des meilleures pratiques, etc., ça avec grand plaisir. Et ma philosophie par rapport à ça, c'est que si ça se passe au niveau du comité de direction, ça va rayonner dans l'entreprise. Après, les gens vont l'utiliser. Mais il y a un truc qui est certainement clair et qu'on commence à avoir, c'est sur le marché du travail. Aujourd'hui, les jeunes talents qu'on engage et qu'on voit en interview, ils ont déjà été biberonnés à ChatGPT. Ça fait seulement 3 ans que ChatGPT est là, mais ils l'utilisent déjà au quotidien. Ils ont déjà certains bossé sur des... Ce qui veut dire quoi que c'est un aide à la décision de recrutement? C'est-à-dire que quelqu'un qui va maîtriser GPT par rapport à quelqu'un qui va pas le maîtriser? Clairement. Ouais, 100%. Et 100%. Et c'est un argument aujourd'hui. C'est un argument, clairement. Parce que ça démontre pas juste le fait qu'il soit augmenté, qu'il l'utilise, mais ça démontre une certaine conscience de l'environnement dans lequel on évolue. Ça demande d'avoir joué avec, ça demande d'avoir testé. Tout l'usage dont on parlait au début du podcast, où je me suis construit mon advisory board et je suis vraiment dans des cas d'usage peut-être extrêmes, on pourrait le juger.
Mais je l'ai fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain, je l'ai fait petit à petit, c'est un peu comme ça, et ça se fait qu'avec l'usage. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit... Enfin, en vérité, il y a de l'inspiration aussi, mais... Mais donc ça veut dire que tu y vois un avantage. J'imagine que peut-être certains dirigeants, peut-être plus traditionnels, pas de start-up du digital, pourraient voir ça comme, de la triche. De la triche ou de la paresse, ou tu vois, tu comprends ça, ou bien tu te dis non, aujourd'hui c'est plus possible de penser comme ça. Ouais, je comprends, et je pense qu'il y a deux types de paresse, et c'est un truc, Bill Gates, il parle beaucoup de paresseux, d'être paresseux, il dit en fait les personnes qui ont les meilleurs résultats, c'est les plus paresseux. Mais à nouveau, on peut voir la paresse comme un vice aussi, et paresseux, c'est je veux rien faire possible et je me contente de la médiocrité. Ça, c'est de la paresse. En réalité, on peut se dire, la paresse, c'est aussi travailler juste sur les bonnes choses qui vont avoir le plus d'impact. Et donc, dans l'utilisation de l'IA, on a deux types de paresse aussi. Et donc, on le voit direct. On va regarder un post LinkedIn de quelqu'un qui poste ChatGPT. Ça sent le ChatGPT. On voit le formatting, on voit ce genre de choses. Et alors que quelqu'un qui l'utilise bien et qui agit comme au final un directeur artistique, de dire, OK, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça reflète qui je suis? Ça va être d'une certaine manière de la paresse parce que je suis pas parti d'une page blanche. Mais d'un autre côté, ça va plutôt être de la paresse qui va augmenter le résultat possible. Et donc, je pense que quelqu'un qui, de nature, est paresseux avec la loi du moindre effort, ça va être amplifié par l'IA, alors que quelqu'un qui est paresseux, dans la mesure où il ou elle va valoriser de travailler sur les bonnes choses, avec tous les outils à disposition, va aussi avoir un effet beaucoup plus multiplicateur. Donc là, c'est un truc où on le voit, en fait, et je pense... tu vois les gens qui ont utilisé l'IA et c'est typiquement, il y a toujours eu ça dans les entreprises. Il y a des personnes à qui on discute. On a une to-do qui doit être faite. La to-do sur papier, elle est faite, mais on sent que ça sent la paresse. Ça a été fait sans effort. Volonté. Et ça, on le verra encore plus, je pense. Et ça risque pour moi de créer un fossé dans cet usage-là entre les top performers et les fainéants, quoi. Nicolas, une dernière question, c'est plutôt un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas CEO, mais qui sont tous d'une manière ou d'une autre dans une profession, dans un business. L'IA, comment démarrer avant d'être tout à fait une personne augmentée comme tu l'es aujourd'hui, comment tu démarres? Moi, je pense que tu démarres, tu prends ChatGPT ou pas. Je pense qu'il faut même pas se poser de questions. J'irai sur ChatGPT directement. Il y a une version gratuite, mais il faut l'utiliser. Tu exclus déjà tous les autres, Gemini, ou Gemini. J'ai pas d'action malheureusement sur OpenAI, mais je dirais sur ce qui est le plus utilisé. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des tutos, il y a ce genre de choses. Okay. Moi, je suis assez confiant sur le fait que OpenAI sera encore là dans longtemps. Gemini aussi, mais je pense qu'il est important, c'est de l'utiliser. Et c'est dans cette utilisation qu'on va trouver des cas d'usage, etc. Je me rappelle très bien au début que ChatGPT est sorti, je savais pas comment l'utiliser, je savais pas quoi taper. Limite, je demandais à ChatGPT comment est-ce que je peux t'utiliser au mieux. Et en fait, en réalité, les cas d'usage, ils viennent avec l'utilisation de dire tiens, j'ai fait ça, peut-être que je pourrais faire ça. Donc, pour moi, il y a rien qui peut remplacer le fait de mettre le pied à l'étrier, comme dans tout dans la vie au final. Et puis en fait, de pas se limiter au fait de ces 20 € par mois. Honnêtement, si c'est un risque, tester pendant 3 mois, 6 mois maximum. Et je pense que vous le regretterez jamais. Moi, j'ai rarement vu des gens qui payaient et qui l'utilisaient, qui faisaient machine arrière, quoi. Donc, moi, je pense que la meilleure manière, c'est de l'utiliser, discuter avec d'autres personnes, écouter des podcasts comme le tien pour voir un peu les cas d'usage, pour s'inspirer. Mais ouais, il faut le tester, il faut le faire. Ouais. Super, Nicolas, un grand merci. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.